c'est le Work Package 4. Et donc, c'est Charlène Guillaumeau et Zacharia qui vont présenter sur la partie intelligence artificielle. Bonjour. Donc je vais vous présenter déjà ma partie de travail et puis on n'a pas fait pareil. Zacharia, il y a une coupure et Zacharia fera sa partie. Donc vous verrez un merci au milieu du diapo, vous inquiétez peut-être pas, vous êtes à la moitié. Alors, donc moi je suis à l'Université de Bourgogne, Europe, du coup maintenant. J'ai un contrat d'ingénieur d'études de 3 ans grâce à École Plus. Et du coup, l'objectif en fait de mon travail, c'est la pose automatique de landmarks grâce à l'intelligence artificielle. Donc, vous l'avez vu et très bien vu ce matin. Donc, les enjeux de la pose des landmarks, c'est d'avoir des points qui sont positionnés toujours au même endroit pour pouvoir faire une analyse de forme propre. C'est un travail qui est lourd à faire manuellement, c'est fastidieux et c'est très sensible à l'opérateur qui va poser les landmarks. D'où l'enjeu en fait de pouvoir avoir une méthode automatisée pour pouvoir avoir des statistiques qui permettent d'analyser les formes de manière précise. Il existe en fait des alternatives à la pose de landmark automatique, donc notamment le logiciel Alpaca dans Slicer, qui se base en fait sur une déformation de la forme. Donc en fait, on a un individu cible, un objet cible en fait, et on va essayer de rapporter tous les autres à cet objet et essayer de déformer en fait les autres objets pour recoller les landmarks au même endroit que le cible. C'est rapide, c'est efficace, mais par contre, il y a des biais en fait qui sont observés. Je vous le montrerai après. Des biais qui sont générés parce qu'on a un individu moyen cible. Et du coup, on voudrait en fait utiliser le deep learning déjà pour essayer de contrebalancer ce biais de Alpaca. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon travail. Donc j'ai utilisé en fait un ensemble de 450 données de crânes de souris où on avait en fait les 55 landmarks qui ont été posés manuellement, revérifiés interopérateurs, qui étaient disponibles. Et j'ai utilisé ce jeu de données-là en fait pour entraîner un modèle de deep learning. Le principe, donc c'est en tricolore là. Donc j'ai mon image d'entrée, je la fais penser dans un modèle de réseau et il apprend à positionner le point. Il repart avec une autre image, il se remet en question, il apprend, il repart avec une autre image, il apprend, il se remet en question. Donc voilà le principe en fait de ce travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode parce que j'avais pas assez de temps, mais en gros pour vous expliquer, donc avec Alpaca, j'ai défini grossièrement en fait la zone où le landmark il pourrait se mettre. J'ai extrait en fait ces zones-là et en fait j'ai mes petites images en fait de dés avec le point. Donc en fait j'ai une image de dés de zone, le point où il devrait être, l'image de dés de zone, le point. Et j'ai fait ça pour beaucoup d'images. Et de cette manière-là, j'ai entraîné le modèle donc à apprendre en fait les zones géométriques idéales pour la pose du landmark. Et j'ai fait ça pour 7 landmarks en fait pour la souris. Et l'idée, c'est d'avoir des modèles, en fait. Donc, j'ai un modèle qui est spécifique à cette landmark. J'ai créé des modèles aussi qui mélangent tous les landmarks, tous mes 7 landmarks. Et enfin, voilà, j'ai fait plusieurs types d'architecture et l'objectif pour moi aussi, c'était de tester ces modèles pour savoir s'ils étaient transférables à d'autres individus de la même espèce souris, des rongeurs, mais aussi à aller voir jusqu'à la mandibule de primate, savoir si on était capable de transférer, en fait, le modèle là-dessus. Mes résultats. Donc j'ai tout mis un peu en vrac parce que pareil, je manque de temps pour vous détailler tout. Donc comme je disais, j'ai comparé plusieurs modèles de deep learning. Donc je suis allée dans des modèles d'images 2D, mais j'ai essayé aussi des modèles un petit peu plus compliqués comme des transformers. J'ai testé, comme je disais, des modèles qui mélangent soit une zone landmark spécifique ou alors plusieurs zones de landmark. Voilà, j'ai fait plusieurs architectures. Je me suis rendu compte, en fait, en apprenant tout ça, que les modèles étaient très sensibles à de nombreux paramètres. En gros, le deep learning, vous imaginez une radio avec 500 points, 500 boutons, puis il faut tourner les boutons un par un. Voilà, je suis rentrée dans ce monde-là.
Ça a pris du temps pour moi à comprendre beaucoup de choses. Donc je remercie encore Youssef parce qu'il m'a dégagé des boutons qu'il fallait pas toucher. Donc au final, les meilleurs modèles que j'ai pu sortir, je suis à des prédictions à peu près 50-70 microns de précision par rapport au manuel. Donc on est assez content des résultats. Par contre, c'est encore, donc je mets un petit peu plus loin, c'est encore un petit peu bancal pour tout ce qui est transfert à d'autres espèces. Là, je suis encore très monosouris, un peu overfité. Donc, je suis en train de bosser là pour essayer de trouver des alternatives pour être encore meilleur dans le transfert à d'autres espèces. Je vais vous montrer la diapo d'après, mais on a réussi à corriger le biais lié à Alpaca, que je vous disais tout à l'heure. Et encore beaucoup de développement ingénieur. C'est pas de ma formation de faire de l'informatique et du deep learning. Donc, au niveau encryptage des codes Python, etc., ça manque un peu d'optimisation. Donc, il y a encore du boulot là-dessus. Parce que produire en fait toutes les images, le pipeline n'est pas très très efficace. Et je perds encore beaucoup de temps à faire ça en gros. Donc, voilà. Et là, c'est juste la partie un petit peu analyse morpho, ce que le modèle réussit à faire. Donc à gauche, vous avez une ACP en fait. Donc on a fait une analyse procrust générale sur les 7 landmarks, donc qui représentent la forme des 450 souris en gros. Donc vous voyez le manuel en rouge qui représente la forme moyenne de mes 450 souris. Et le deep learning, le talon en fait en jaune, alors que Alpaca, vous voyez qu'il y a un décalage en fait, un biais au niveau de la forme générale à cause de ce fait qu'on utilise vraiment un individu moyen pour représenter la forme. Et à droite, vous avez, je vous ai pas remis les landmarks, mais vous voyez qu'il y a des landmarks. À gauche, on a la distance du deep learning au manuel, et à droite, en bas, en X, la distance d'Alpaca au manuel. Et on voit en fait que le deep learning a tendance à être plus proche du manuel. Et pour certains landmarks, notamment le vert, donc il y a un landmark qui est sur le crâne en fait de la souris. Alpaca, il est comme complet, parce qu'en fait, il y a beaucoup de variabilité manuelle en fait pour ce landmark. Des fois, la suture, elle manque et les opérateurs ont du mal à le positionner, et ça se ressent en fait ici avec Alpaca. Et le deep learning est quand même, il rapproche un petit peu ça. Et voilà, donc mes perspectives. Donc là, maintenant que je suis un peu plus rodée en deep learning, je vais passer à l'étape du dessus. Donc on va travailler en 3D directement. Donc au lieu de transformer en fait ma petite zone jaune que j'avais pris tout à l'heure en 2D pour ensuite apprendre sur du 2D, on va aller s'intéresser directement au nuage de points, donc en 3D, avec des modèles un petit peu plus costauds. Et dans un monde idéal, ça serait d'avoir un modèle qui tourne, donc pas forcément entraîné que sur la souris, mais j'aimerais bien avoir vraiment intégrer le plus de choses possible. Donc c'est ce que Zacharia va commencer à dégrossir, mais intégrer vraiment une grosse quantité d'images 3D pour avoir un modèle qui est plus performant en transfert en fait à l'avenir. Puis dans l'idéal, sur Slicer, avec Alpaca, on crée les prédictions, puis on aurait un autre bouton Deep Learning Alpaca, et hop, on améliorerait tout ça. Voilà pour ma partie. On laisse les questions à la fin. Ok, bonjour tout le monde. Alors, je suis Zacharia Doubabi, je suis un étudiant en première année en doctorat. Alors, je suis aussi recruté par l'IRT pour travailler sur une thèse qui traite les données 3D et surtout des nuages des points. Alors ici, on va essayer de vous présenter un peu de qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ma thèse. Et parmi les axes qu'on essaie de se concentrer sur, c'est l'apprentissage profond pour la classification des formes des images 3D en zoologie. Alors ce travail sera réalisé par moi et encadré par Monsieur Youssef, il est là-bas, et Madame Ariwat Hanan. Alors, premièrement, pour traiter les applications d'intelligence artificielle, on a besoin des données.
Et on doit premièrement les traiter et les manipuler. Alors, la première chose qu'on commence à traiter, c'est de transformer les données ou bien les convertir à un format qui est normalisé. Donc, quel que soit le fichier reçu, on peut quel que soit par exemple des CT scans, des meshes, on peut par la suite transformer et convertir à un type de nuage de points et à un type qu'on pouvait utiliser par la suite pour répondre à une question ou bien à une tâche spécifique. Alors pour cela, la même chose se passe maintenant pour la classification des formes. Et la première chose qu'on fait, c'est la transformation en nuage de points. Par la suite, on essaye de réduire le nombre de points de notre fichier là-bas. Dommage, l'image, ça ne se voit pas très clairement, mais il y a des points qui sont là-bas échantillonnés et couvrent tout l'objet. Par la suite, on essaie de rendre ou bien de réduire notre fichier d'un ensemble de points de 2 millions à quelque chose comme 1000 points ou même 2000 points. Alors, cette tâche est faite pour assurer la normalisation de tous les fichiers à un même nombre de points et aussi pour pouvoir optimiser le modèle pour nous donner des résultats à un temps court. De même, on est en train de creuser un peu sur une autre idée, c'est d'essayer de réduire les points, mais cette fois-ci en s'intéressant à certaines régions ou bien des zones d'objets pour répondre ou bien pour obtenir des meilleurs résultats. Alors ici, l'image, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est le même os là-bas, mais on s'intéresse à les extrémités de l'objet où on sélectionne par exemple presque 70% des points dans ces deux régions qui sont à l'extrémité de l'objet. On laisse la partie au milieu où on sélectionne par exemple 20% des points. OK. Alors, l'objectif de notre étude, c'est de classifier les formes à partir des fichiers de nuages de points des os. Et ici, on utilise des modèles d'apprentissage profond où nous donnons des fichiers d'entrée, comme vous voyez sur le diapo. Et à la fin, on doit prédire la classe ou bien la forme de notre os. Alors, ici, il y en a deux types de modèles qu'on peut utiliser. Le premier, c'est d'essayer d'utiliser un modèle qui va traiter directement les nuages de points et essayer de classifier ce nuage de points à une classe des eaux, ou bien un autre modèle qui, cette fois-ci, est plus difficile un peu à comprendre, mais quand même, on s'intéresse premièrement à pré-entraîner notre modèle, à essayer de reconstruire l'objet en utilisant justement des fragments. Vous voyez sur l'image, vous pouvez voir que certaines parties de l'avion là-bas, il est masqué. Et par la suite, en essayant à rendre le modèle capable à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un avion, ou bien de reconstruire la partie manquante, on peut dire qu'on va avoir un encodeur qui sera performant pour coder tout un objet à un vecteur et par la suite donne ce vecteur-là pour un modèle de classification pour prédire la classe. Alors, de même, on peut aussi faire d'autres tâches, par exemple la classification en essayant de prédire la famille ou bien le genre d'une espèce. Aussi la reconstruction par agrégation ou bien regroupement et la reconstruction générative où on peut essayer de générer toute une partie qui est manquante de l'objet en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle. Et à la fin, il y en a une autre tâche qu'on peut aussi faire, c'est la segmentation des parties ou bien des os dans un squelette. Ok, alors les défis qu'on a vus jusqu'à l'instant en essayant de manipuler les données, la première chose, c'est le manque des données. Alors, l'intelligence artificielle, comme
tout le monde le savent, nécessite beaucoup de données. Jusqu'à l'instant, on n'a pas beaucoup de données, donc on voulait vraiment avoir votre aide, nous envoyer votre données si c'est possible. Mais voilà, alors ça sera bon pour nous pour pouvoir avancer rapidement. Aussi, un autre problème, c'est le problème d'annotation. Alors bien sûr, les applications d'intelligence artificielle, si tu les donnes des annotations qui sont fausses, le modèle va comprendre quelque chose qui est fausse. Et par la suite, il va essayer de prédire quelque chose qui est fausse. Donc, il est très évident et très intéressant pour nous d'avoir des bonnes annotations pour pouvoir répondre à vos questions. À la fin, on a aussi des problèmes de qualité des données et on voulait vraiment avoir des données qui sont bien scannées pour pouvoir les traiter et manipuler parce que, bien sûr, nous, en intelligence artificielle, on ajoute des bruits à notre donnée, donc c'est pas évident déjà d'avoir des bruits et d'ajouter un bruit de plus. Ça sera le tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.